bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel. Guérin Yannick, présent. Gabriel Germain, Coralie Morvan, Albert Marel, Catherine Michelot, Grégory Allenbach, Alexandra Edesheim. Fabrice Boudou n'est pas là, il donne procuration à Grégory Allenbach. Fabienne Casolaro. Michel Fratt. Il n'est pas encore arrivé ? Ok, donc en attendant, on continue. Béatrice Belmont. Frédéric Lagescarde. Natacha Arnaud est absente, elle a donné procuration à Lydie Chambeux. Bruno Rousseau. Fabrice Matois, absent, a donné procuration à Bruno Rousseau. Nathalie Lepori. Fabrice Vargas est absent. Stéphanie Gendron. Lydie Chambeux. Cédric Perru. Ludovic Laforêt. Éric Poirier. Céline Matonnet. Elle a donné procuration, excusez-moi, à Laurine Closon. Didier Devarge. Philippe Chabanon. Anne Pevrel. Valérie Merle. Fernand Benard. Laurine Closon. Très bien. Bon, ben, on va souhaiter la bienvenue à Anne Pevrel dans ce conseil qui nous rejoint. Voilà. Et par là même souhaiter bonne route à Madame Laurence Monet. Voilà. Et lui souhaiter le meilleur pour l'avenir. On va désigner un président de séance. Je propose Gabriel Germain. Et on va désigner une secrétaire de séance, bien que ça aurait pu être un secrétaire de séance. Et je propose Cathy Michelot. Je ne pense pas qu'il y ait de vote. Alors on va procéder au vote. Pour la désignation du président de séance, Gabriel Germain, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité absolue pour M. Gabriel Germain. Désignation du secrétaire de séance, Cathy Michelot, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. On va commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 16-02-2021. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui. Alors, attendez. Ça marche pas. À deux. Voilà, ça marche bon, ça y est. Eh ben, bonsoir à tous, j'en profite. C'est à la soumission de, comment dirais-je, comme je lis sur la convocation, pardon, avec le masque. Et vous devez procéder au vote, propose à l'adoption du compte rendu, donc c'est soumis, comment dirais-je, à l'approbation. Oui, c'est tout à fait le cas, et c'est pour ça que je veux demander s'il y avait des questions d'abord. Pas de questions, à vote. Très bien pour votre intervention, Monsieur Debarge. On va passer au vote. Qui est-ce qui est contre ? D'accord. Alors, je peux dire pourquoi maintenant ? Ben, on pourra dire que ça fait partie des questions à laquelle vous pouvez répondre. Oui, allez-y. Comme tu veux. Comment dirais-je, lors du dernier conseil municipal, j'avais déposé en mairie le vendredi un pouvoir qui malheureusement s'est égaré dans vos services. Et de ce fait, je me suis retrouvé absent sur le PV. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas être d'accord avec ce qu'il apparaît sur le compte rendu, tout simplement. Bon, c'est un dysfonctionnement, c'était un document perdu, que sais-je, mais peu importe. J'ai eu des échanges avec M. De Grotte, on en reste là, mais en tout cas on est contre. On ne l'a pas reçu. On ne l'a pas reçu ou on l'a perdu ? Donc on n'a pas reçu. Donc c'est à votre libre interprétation, Monsieur Debarge. Eh ben, c'est à la vôtre également, cher ami. Ben, voilà. Donc on passe... Donc je laisse la parole au président de séance.
Donc je vais donner la parole à M. Albert Marel pour le rapport numéro 1. Bonsoir à tous. Donc, je vais présenter les points 1, le rapport 1 et le rapport 2 en même temps. L'approbation du compte de gestion qui est remis par le trésorier et le compte administratif qui doit être identique au compte de gestion. Vous avez pu vérifier que les chiffres sont exactement les mêmes. Donc, le compte administratif, section fonctionnement. En recette, nous avons eu 10 991 805 €, principalement dotations et subventions 1 129 000 € et impôts et taxes 8 751 000. En dépenses, 9 285 847 €. Donc les intérêts de l'emprunt, 455 000, les subventions et les indemnités des élus, 424 000, la masse salariale, 4 762 000, et les charges courantes, ce qu'on appelle le 011, le 3 346 000 €. Ce qui nous donne pour cette année un excédent de l'exercice en fonctionnement de 1 705 957 €, auquel on ajoute l'excédent de fonctionnement reporté de 2 551 775 €. Donc on clôture l'exercice en fonctionnement avec un excédent reporté de 4 257 733 €. On passe. On a préparé un comparatif fonctionnement 2019-2020. Si on compare les recettes de 2019, on avait en 2019 10 417 200 € de recettes, en 2020 10 991 805 €. La différence de 574 000 € supplémentaires en recettes s'explique en grande partie avec le remboursement de l'assurance du sinistre Nova, 405 000 qu'on avait payé l'année précédente, donc sur 2020, et progression de la fiscalité locale où on a eu avec des augmentations des bases 110 000 € de plus. Sur la partie dépenses, 2019, nous avons dépensé 9 682 882 €, et en 2 millions, 9 286 847 €. Donc on a dépensé moins 397 034 €. Cette différence est principalement due à ce qu'on vous a expliqué déjà, la négociation des contrats de DSP, crèche et périscolaire, et le contrat de nettoyage pour 204 000 €. Et on n'a pas payé de pénalité SRU parce qu'on avait des moins-values. Donc il faut savoir qu'en 2019, on avait payé 211 355 € de pénalité SRU. Pour la section investissement, ah oui, pardon, excusez-moi, le total des excédents. Je ne vois pas le truc là. Les excédents, donc 2019, on avait 734 319 € en excédent. Et donc cette année, comme on l'a vu tout à l'heure, 1 752 910. La section investissement, donc en recette pour 2020, 4 75 526 €. Subvention 1 636 000, la TVA de l'année N-1, 437 000 en remboursement, et un excédent de fonctionnement de 1 578 000. En dépenses, on avait donc 2 322 616. Donc les équipements, les projets, 1 547 000, et on rembourse le capital pour 736 000 €. Donc on se retrouve à un excédent de l'exercice à 1 752 910. On avait un déficit d'investissement l'année précédente de 1 577 741. Donc on clôture le résultat
avec un excédent sur la section investissement de 175 168 €. Voilà, j'ai fini ma présentation sur les rapports 1 et 2. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Allô? Vous m'entendez? Oui, allez-y. Donc, lors de la présentation sur l'évolution de l'endettement précis, vous avez communiqué le fait que vous aviez baissé un peu l'endettement des citoyens lors du dernier DOC. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation sur l'évolution de l'endettement, donc sur les années de votre endettement? Je pense qu'il s'est éteint. Oui, là, il marche. Non, c'est celui-là. Il y en a un autre? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, je ne vais pas chanter. Hein, donc, lors de votre présentation du DOB, dernier DOB, projet louable et ambitieux, vous avez présenté qu'il y aurait une baisse pour les citoyens en termes d'impôts. Est-ce que vous pourrez, en termes d'endettement, pardon, est-ce que vous pourrez nous présenter une projection sur tout le long de votre mandature de l'évolution de cet endettement précisément, en fait, en prospective? Vous voulez l'endettement par citoyen sur le... Oui, en fait, vous nous avez... Alors, l'endettement par citoyen, vous l'avez présenté lors du DOP, est un peu inférieur à la moyenne nationale, donc ce qui est très bien. À la fin du mandat. Voilà. Oui. Vous êtes engagé, donc effectivement, à baisser encore cet endettement-là. Est-ce qu'on peut avoir une prospective, une présentation de l'évolution que vous prévoyez voilà. Oui, on vous le fera. Et cette présentation-là, du coup, c'est intéressant pour les citoyens et nous d'avoir ces perspectives. Bien sûr. Il faut savoir que c'est une baisse naturelle à partir du moment où on ne fait pas d'emprunt, on va avoir une diminution de la dette automatique. Donc cette dette par habitant, tous les ans, elle va diminuer. Mais c'est bien qu'on puisse la visualiser, la restituer aux citoyens. Et en fait, Sur l'Europe, vous l'avez. Hein. En page 17, vous avez l'exercice, l'année, les intérêts, le capital et le capital restant dû. En prospective sur les 5 ans. À plus, on va jusqu'en 2037. D'accord. Donc ça n'a pas été très... c'est pas très lisible, c'était pas lisible pour nous, mais je reviendrai vers vous. On imprimera un caractère plus gros la prochaine fois. Je vous dispense de vos commentaires un peu douteux. Merci. Avez-vous d'autres questions? Sur ce sujet, non. Non. Bien, donc, monsieur le maire, ne prenant pas part au vote du compte administratif, mais on ne vote pas les deux en même temps? Bon, bien, écoutez. Donc, les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à approuver le compte de gestion 2020 de la commune qui a été préalablement soumis à leur examen. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à la majorité. Donc rapport numéro 2, monsieur Albert Marel. Donc ça a été monsieur le maire va sortir, donc désolé. Donc j'invite les membres du conseil municipal à délibérer et à procéder au vote du compte administratif 2020 de la commune qui a été préalablement soumis à votre examen. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité.
Et monsieur le maire, vous pouvez reprendre votre place. Donc, rapport numéro 3, monsieur Albert Marel. Donc le numéro 3, on parle de l'affectation des résultats de l'année 2020. Donc sur la partie investissement, le résultat de l'exercice, on l'a vu, était après avoir comblé le déficit des années précédentes, donc on a un résultat sur l'année 2020 de 175 168 €. Il n'y a pas d'affectation particulière sur les résultats d'investissement, c'est un report automatique qui rentre dans le résultat de la section investissement. Sur la partie fonctionnement, donc un résultat cumulé de 4 257 733 €. Donc nous vous proposons de transférer 88 149 € en autofinancement au compte 1068 de la section d'investissement. Excédent de fonctionnement capitalisé. Ce 88 149 plus les 175 168 des résultats de l'investissement nous permettent de financer le reste à réaliser de 2020, dont le besoin de financement s'élève à 263 317 €. Et le solde, soit 4 169 583 en recettes de fonctionnement sur la ligne budgétaire 002, excédent de fonctionnement antérieur reporté. Avez-vous des questions ? Bien, donc il est proposé au conseil municipal d'accepter l'affectation du résultat de fonctionnement du compte administratif 2020 de la commune, selon la proposition ci-dessus énoncée. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Donc rapport numéro 4, monsieur Albert Marel. Donc le rapport numéro 4, on parle d'écart. Je vais prendre le titre précis. Modification de la délibération 03-02-21 du 16 février portant autorisation d'engager, de liquider et de mandater les cartes de crédit budgétaire d'investissement avant le vote du budget primitif 2021. Donc on a eu, à la demande de la préfecture, nous retirons les crédits des restes à réaliser 2020 qu'on avait mis sur l'écart. Donc, parce que ces restes à réaliser sont automatiquement reportés sur l'année 2021. Donc l'écart des crédits ouverts sont de 625 132,78 €. Les restes à réaliser pour ces comptes-là sont de 374 491,47 €. Cette modification reste sans impact sur les réalisations, car au 17 mars, l'état des consommations des crédits ouverts était de 101 400,52 € sur les 625 000 que nous demandons à voter. Avez-vous des questions ? Bien, donc il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les nouveaux montants des crédits concernés par l'autorisation donnée au titre du quart investissement qui modifie en conséquence la délibération numéro 03-02-21 du 16 février 2021. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Donc, rapport numéro 5, monsieur Albert Marel. Donc, le vote des taux d'imposition pour l'exercice 2021. La loi des finances de 2018 prévoit la suppression totale de la taxe d'habitation d'ici 2023. Pour compenser cette baisse de revenus fiscaux au niveau des communes, l'État a décidé de reverser la part départementale des taxes foncières et d'appliquer un coefficient correcteur pour équilibrer ces compensations.
Pour Velo, le taux communal est de 23,44% et le taux départemental de 15,05%. Vous trouverez donc sur vos fiches de taxe foncière un taux de 39,48%, ce qu'on peut voir sur la diapo qui est affichée. Donc c'est 23,44 plus 15,05, 38,49, ce qui n'a aucun impact sur le citoyen puisque nous conservons notre taux 2020 par rapport aux engagements qu'on s'était fixés. Par contre, les bases de calcul fixées par l'État évoluent. Donc on peut voir on a projeté l'évolution des bases de calcul. Donc sur cet exemple-là, on a une augmentation de la cotisation de 2 €. Mais toutes les autres évolutions ne sont pas suite à une décision communale. Donc si on a la taxe d'ordure ménagère qui évolue, ça ne sera pas de notre fait. Donc on conserve, on reste par rapport à nos engagements de ne pas augmenter nos taux. La seule différence, c'est que sur la partie communale, vous allez avoir un taux beaucoup plus élevé, mais par contre vous aurez 0 sur la partie départementale. Un petit mot sur les services fiscaux qui nous ont envoyé hier le tableau officiel sur les taux d'imposition. Donc le budget prévu de 4 670 000 dans le budget sera corrigé en fonction des renseignements reçus et une demande modificative vous sera présentée lors du prochain conseil. Avez-vous des questions? Oui. Oui. Dans votre tableau, vous tenez compte de l'assiette? De la quoi? De l'assiette. C'est quoi l'assiette? Pas, de toute façon, parce qu'elle est déterminée par l'État. Vous parlez de la base? Oui. Oui, ben la base, oui, regardez, on l'a fait bouger là. En rouge. C'est 0,2%, non Isabelle? C'est ça? 1,002. Non mais c'est loin, c'est sûr. Hein, mais... Voilà, donc on l'a simulé sur cet exemple, ça fait une variation de 2 € sur la base. Oui, pour cet exemple-là. Hein. Pour cet exemple-là. D'autres questions? Bien, donc, il est proposé à l'Assemblée délibérante de reconduire les taux d'imposition 2020 des taxes directes locales pour l'exercice 2021, taux identiques depuis 2016, soit 23,44% pour la part communale taxe sur le foncier bâti, et donc un taux de référence de 38,49%, 41,56% pour la taxe sur le foncier non bâti. Rapport numéro 6, donc Monsieur Albert Marel. Ah pardon, excusez-moi. J'ai accéléré. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à la majorité. Donc, point numéro 6, Monsieur Albert Marel. Donc on va passer au vote du budget primitif pour l'année 2021. On a fait une petite présentation, on compare le budget primitif qu'on avait voté en juillet, primitif 2021. Donc en 2020, on avait voté en recette 10 485 025 et en dépenses 10 715 033. Donc un déficit de 230 008 €. Pour 2021, nous proposons, en termes de recettes, 10 192 066 et en termes de dépenses, 10 055 314. Donc un excédent de 136 757 €. On peut voir que donc on a prévu une baisse des recettes de 292 000 € et une réduction des dépenses de 659 000 €. Ce qui nous donne un différentiel de 366 000 €.
Pour la partie investissement, le budget primitif 2020, on avait en recette 5 524 174 euros, en dépenses 7 316 820 euros, avec un déficit, on peut voir en bas en rouge, de 1 578 000 qu'il a fallu compenser par un excédent fonctionnement de 1 578 000, c'est équilibre. Donc on avait besoin pour équilibrer le budget d'un virement de 1 792 646 euros. Pour 2021, nous prévoyons 3 654 320 euros de recettes et 7 224 975 euros de dépenses, avec une partie projet et report des projets de 5 869 000 euros. Le capital remboursé 757 000, il augmente tous les ans puisque les intérêts diminuent. On n'a pas de déficit à reporter cette année, on est à zéro, puisqu'on a vu qu'on avait un excédent. Et on reporte les excédents, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'attribution des reports, 263 000 euros. Les 88 000 qui viennent du fonctionnement et les 175 000 qui viennent de l'année précédente. Donc on a besoin d'un virement de 3 570 665 euros. Conclusion. Le diagnostic financier qu'on a réalisé pour 2014-2020, dont la synthèse a été intégrée au ROP, nous permet de constater que nous avons une situation financière saine. Cette situation est contrainte par un taux d'endettement élevé et des recettes en constante diminution, les recettes de l'État en constante diminution. Sur le budget 2021 qui vous a été présenté, vous pouvez constater les efforts faits par la municipalité pour conserver une situation budgétaire saine, en réduisant les dépenses de fonctionnement, sans augmenter le taux d'imposition, sans contracter d'emprunts supplémentaires, et en respectant les engagements du rapport d'orientation budgétaire. Je donne la parole à Monsieur le maire. Bon, il est à noter que l'excédent de fonctionnement qui est reporté permettra de réaliser les investissements prévus cette année, notamment sur un des projets les plus clivants, les plus importants de ce mandat, qui sont les travaux de la place Caire et plus globalement du centre ancien. Voilà. Donc il nécessite quand même un investissement assez important, et c'est pour ça que on peut constater que l'excédent de fonctionnement reporté est un peu plus important cette année. Voilà, en sachant que, comme on l'a souligné au dernier conseil municipal, ce sont des chantiers avec un petit taux d'incertitude, le plus faible taux, je l'espère, on le souhaite tous pour notre village, mais qu'il faut qu'on soit prêt à y répondre si jamais il y avait des petits problèmes. Mais en tout cas, ça paraît tout à fait cohérent par rapport à l'argent qui sera engagé. Voilà, cette façon de procéder en termes d'affectation pour la suite du mandat, nous allons continuer à travailler sur cette maîtrise des dépenses et sur cette réduction de la dette. Et pour réaliser nos projets, on continuera de travailler avec les subventions qu'on a en allant en chercher d'autres, puisqu'il n'y a pas que le contrat CDDA, il y a d'autres, on l'avait expliqué au dernier conseil municipal, il y a d'autres façons de se faire aider et d'être subventionné. On travaillera aussi sur une forme, il y aura quand même une certaine part d'autofinancement, mais voilà, il faudra qu'on soit vigilant là-dessus, et on peut aussi dire qu'une partie, une vente de certaines parties de patrimoine de notre village pourra aussi servir à cet autofinancement, mais elle ne se fera qu'après avoir pris le temps de peser le pour et le contre et de faire les choses de manière cohérente. Et l'idée, c'est pas de vendre tout notre patrimoine, c'est de voir celui qui est en sommeil et qui peut nous permettre de faire des choses importantes. Voilà. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Gabriel. Y a-t-il des questions? Non. Donc j'invite les membres du conseil municipal à délibérer et à procéder au vote du budget primitif 2021 de la commune qui a été préalablement soumis à leur examen.
Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Donc, pour le point numéro 7, je passe la parole à Coralie Morvan. Alors, c'est le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées sur la commune de Velot pour l'année 2020. Donc, la commune de Velot a pour obligation, toutes les collectivités territoriales, de dresser le bilan des acquisitions et cessions qu'elle a réalisées sur son territoire donc, durant l'année en cours, qui était donc 2020. Ce bilan annuel est retracé sous la forme d'un tableau que vous avez eu en annexe et donc est soumis à un examen. Donc, qui précise la nature du bien, sa localisation, les modalités d'entrée et de sortie du patrimoine de la collectivité, ainsi que le montant de l'opération et l'identité de l'acquéreur ou du cessionnaire. Donc, si vous avez des questions sur les annexes, vous pouvez me les poser, et sinon, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de ce bilan annexé. D'accord. Donc, n'ayant pas de vote, donc on va passer au point numéro 8. Donc, Madame Coralie. Alors, point numéro 8. Acquisition et cession opérée en 2020 par l'établissement public foncier de PACA. Donc, le conseil municipal a aussi l'obligation de délibérer chaque année sur le bilan de sa politique foncière, retraçant les actions entreprises directement par la collectivité ou par l'intermédiaire de ses partenaires. Ce récapitulatif énonçant les mutations immobilières réalisées sur la commune est annexé au compte administratif de l'année écoulée. La commune et l'établissement public foncier, le PF PACA, ont engagé un partenariat depuis 2009 afin de permettre la réalisation de projets en procédant à des acquisitions foncières dans des zones à enjeu. Donc ce travail est rendu possible grâce à la signature de plusieurs conventions prévoyant la répartition entre différents partenaires, donc la commune, le PF PACA et la métropole Aix-Marseille, qui est donc compétente en matière d'équilibre social de l'habitat. Donc dans ce contexte, le PF PACA a fait parvenir un récapitulatif des actions et cessions réalisées en 2020. Donc là, on n'en a eu qu'une sur 2020, qui est donc en annexe, qui est donc le terrain Médifère, qui est après la gare. Et donc, c'est le PF PACA qui a acheté donc à la SNCF ce terrain qui est donc après la gare et près du collet de l'Aigle. Donc, les membres de l'Assemblée délibérante sont invités de prendre acte sur ce bilan annexé. Et je préciserai aussi que c'est un projet donc là où il y aurait donc des logements sociaux et du privé. Bon, pour le moment, le projet n'est pas complètement défini, mais bon, s'il y a des questions sur ce projet, je pourrais éventuellement vous informer. Bon, après, en dehors du conseil municipal. Voilà. Il y avait une question. On prend une dame, je ne vois pas très bien de loin. Non, c'est Monsieur Poirier. Non, je suis désolé, c'était là-bas, je pense qu'il y avait une question. Allez-y, monsieur Poirier. J'ai un petit doute sur le numéro de la parcelle. C'est peut-être juste une coquille entre 262 et 252. Enfin, j'ai le cadastre sous les yeux. Alors là, franchement, Monsieur Poirier, je ne peux pas vous répondre, hein, on est bien d'accord. Mais je demanderai à la personne qui s'en occupe de vérifier. Ok. Parce que c'est la 252A, effectivement. Ah ben, je vais le noter et je lui ferai passer. Je vous remercie. D'autre part, le terrain Médifère avait été évoqué dans les mandatures précédentes comme un terrain à dépolluer. Tout à fait. Alors, en fait, le prix du terrain, si vous voyez qu'il n'est pas très cher. Voilà. Donc, c'est parce qu'il est pollué. Et donc, dans le projet, c'est le PF PACA qui gère la dépollution et qui va le gérer avec le promoteur qui pourrait éventuellement porter le projet. Pour le moment, il n'y a pas de... c'est pas encore défini, en fait. Donc, ce sera des logements qui seront au ras de la voie ferrée.
qui seront effectivement pas très loin de la voie ferrée, oui, tout à fait. Ok. Bon, merci. Juste une petite précision, il y a Isabelle qui va vous faire passer le parapheur compte administratif et budget prévisionnel, donc pour signer, pour attester effectivement que vous avez voté. Vous signez uniquement pour vous et pas pour la procuration. Donc quand vous avez une procuration, vous ne signez pas dans la case de la personne pour qui vous avez la procuration. Que vous ayez voté ou pas le budget, vous devez quand même signer, quel que soit votre vote, qui est indiqué sur cette annexe budgétaire. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser à Isabelle. Monsieur Poirier, vous pouvez me redonner, s'il vous plaît, le numéro que je ne l'ai pas noté, et c'est 200 combien? 252A. Merci. Bien. Donc, pour le point 9, donc, monsieur Cédric Perru. Ok. Alors, donc on vous invite à voter par rapport à la convention EAC, donc parcours éducatif, artistique et culturel. Avant de passer au vote, déjà dans un premier temps, on va vous faire un petit bilan, on va vous expliquer les enjeux, les objectifs. Avant de vous présenter tout ça, tous ces bénéfices, je tenais vraiment, moi, personnellement, et au nom de tous les élus, je pense, remercier tous les agents du pôle culturel, les partenaires aussi associatifs, je pense notamment à Culture Mania, aux amis de la médiathèque, aux amis du patrimoine notamment, les enseignants qui sont investis depuis tant d'années dans le développement de cette politique tournée vers l'éducation et l'accompagnement de nos enfants. Et voilà, je voulais aussi remercier Lucie qui est avec moi aujourd'hui, qui est la technicienne en charge des EAC, que je remercie tout particulièrement pour la richesse du travail de co-construction justement avec tous ces acteurs pédagogiques de la commune. Et bien sûr pour la préparation de tous les documents que nous allons vous présenter maintenant. Pour commencer, d'abord un petit bilan. Donc ça fait depuis plus de 20 ans que Velot a engagé une transformation de son territoire et de ses politiques culturelles. Au cours de cette évolution, la richesse du patrimoine culturel et le dynamisme des acteurs locaux ont permis d'ancrer une action culturelle de proximité, notamment à travers une politique culturelle éducative ambitieuse et une mission forte autour du jeune public et de la médiation. Ce projet, porté par la Direction des Affaires culturelles, a fait l'objet d'une restructuration en 2018 en proposant un schéma de travail plus qualitatif, plus cohérent et qui replace surtout l'enfant au centre de la démarche. Lucie. Bonjour à tous. Donc oui, en gros, en 2018, quand on a restructuré tout ça, on en a développé des parcours permanents. Peut-être que vous les connaissez si vous avez des enfants qui sont scolarisés à Velot. Aujourd'hui, si on met de côté la crise sanitaire, donc en fait, un enfant scolarisé à Velot, il est concerné par 5 parcours permanents, alors que vous avez à gauche, mais que vous pouvez redécouvrir sur la page EAC du site de la ville. Et chaque année, des actions thématiques qui changent. Donc cette année, c'est la thématique de saison origine, mais on a fait notre histoire, ma vie d'artiste, utopie et liberté, etc. Et les parcours, ils proposent des étapes à chaque cycle scolaire, de la petite section à la 3e, et les contenus des étapes. Alors ça peut être des rencontres d'artistes, des spectacles, des visites d'exposition, etc. C'est croisé avec les programmes scolaires et c'est fait pour que ça corresponde le mieux à la période d'apprentissage et la maturité des élèves.
Ça avait été co-construit en 2018 avec les enseignants. Et la thématique de saison, elle permet plutôt d'aborder des choses un petit peu plus libres, de donner des espaces de liberté aux enseignants et aux associations chaque année. Donc on voit bien qu'on a à la fois une collaboration qui est très structurée avec les parcours permanents et des espaces de liberté chaque année qui nous donnent, qui nous renouvellent l'envie de travailler ensemble et puis qui apportent un aspect un peu plus ludique à nos projets, même si on a toujours conservé l'idée d'une éducation culturelle, artistique et même civique dans ce qu'on fait dans les écoles. Alors si on regarde les derniers chiffres sans le Covid, malheureusement, c'était pour l'année 2018-2019. En fait, en moyenne, les enfants de Velot participaient à 6 sorties par an dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle et coordonnées par les services culturels. À minima, c'était 2 et il y a des classes qui ont fait jusqu'à 11 animations. Voilà, et puis avec le Covid, on a essayé de ne pas trop les abandonner non plus. On a mis en place des mallettes numériques qui reprenaient les parcours, que vous pouvez aussi voir sur le site de la ville. Et puis, bien évidemment, la chaîne Culture Backstage, qui, elle, a pour but de valoriser ce qu'on fait en éducation artistique et culturelle malgré le Covid. En 2 minutes, je vous montre un petit épisode qui valorise ce travail-là. Je ne sais pas s'il y a du son qui va sortir ou pas du tout. Rapidement. Donc ils sont tous sur YouTube, hein, les épisodes. Et là, c'était un travail qu'on avait fait avec la compagnie Hervé Koubi, où en extérieur, il y avait des cours de hip-hop qui avaient été donnés à la section hip-hop du collège Roch Perthuis, avec les artistes qui venaient jouer. Ça a été une des seules dates qu'on a pu faire à l'Espace Nova en temps de Covid. Et donc, on essaye à chaque fois, dans tout ce qu'on fait, que ce soit au service patrimoine, à la médiathèque ou à l'Espace Nova, de valoriser et de compléter toutes nos actions par des interventions dans les classes. Là, pour le coup, c'était plus à la section hip-hop, c'était avec les CM1, CM2. Ici, c'était au gymnase pour Jaurès. Et puis après, on l'a aussi fait au gymnase pour Giono, pour les CM1, CM2 également. Donc là, c'était un petit cours, un petit peu plus une conférence dansée sur le hip-hop. D'où vient le hip-hop, donc voilà pour Giono, d'où ça vient, les pas de danse, etc., de manière très pédagogique. Hop. Donc pour revenir... Donc, peut-être Cédric, tu veux compléter? Alors, c'est une démarche qui est initiée depuis plusieurs années et qui est largement appréciée dans les écoles sur le territoire de Velot. Ça intéresse aussi les établissements scolaires des communes de notre bassin de vie qui, au fil des années, sont venus soit avoir des spectacles, soit visiter le site de Roch Perthuis ou les musées. Leurs écoles ont aussi marqué leur intérêt pour la démarche de co-construction qui a été initiée sur la ville, puisque c'est vraiment un travail entre services et tous les acteurs qui sont amenés à participer à ce parcours EAC. L'ensemble de ces travaux a été repéré du coup par la Direction régionale des affaires culturelles, qu'on appelle aussi la DRAC, qui a du coup décidé de conventionner avec nous à ce propos. C'est l'objet du point que nous vous proposons de valider aujourd'hui au cours de ce conseil municipal. Alors du coup, cette convention, elle est triennale et elle est tripartite. Donc il y a la ville de Velot, la DRAC, donc, qui est le pouvoir déconcentré du ministère de la Culture et qui est représenté par le préfet, et l'Académie Aix-Marseille. Donc les opportunités de cette convention, c'est une pérennisation et une consolidation institutionnelle du travail engagé. Donc on va dépasser le caractère un peu aléatoire et volontaire de nos partenaires pour voilà, l'ancrer. Et puis aussi un élargissement
nos propositions sur notamment le versant spectacle qui est le plus cher, vu que pour l'instant, et normalement ce n'est qu'un début, la DRAC nous offre un soutien financier de 8 000 € pour l'instant. Ça nous permet aussi de rentrer dans le réseau des offres de la DRAC. Alors, par exemple, l'été dernier, il y a eu le comédien Jean-Jérôme Esposito qui a pu intervenir une semaine au centre de loisirs à la Cité Jeune sur un atelier hip-hop théâtre et boxe, et ça a été financé par la DRAC. Et puis on est dans d'autres projets, un qui a été annulé à cause du Covid, mais c'était celui du MUMO, donc le musée mobile, qui est un petit musée qui rentre dans un semi-remorque et qui a été conçu par des artistes avec le musée Pompidou. Et donc là, il y avait une tournée qui était prévue en PACA. Ça ne coûtait rien aux villes qui l'accueillaient. Et ça coûtait des repas pour le chauffeur et des nuitées. Voilà, ça nous fait rentrer dans des offres, des propositions de la DRAC. On serait aussi accompagné sur un élargissement de nos publics qui sont moins touchés par nos actions culturelles, notamment les lycéens, parce que géographiquement c'est un petit peu plus compliqué de les faire venir dans nos établissements culturels. Et puis aussi le tout public, parce que la Convention elle précise bien que l'éducation artistique et culturelle, c'est pas que pour les scolaires, c'est vraiment pour tout le monde. Et que voilà, il faut valoriser ça. Donc ça n'empêche pas que nous, c'est la base de notre projet, c'est les scolaires, on s'est ancré là-dessus pendant des années. Ça n'empêche rien, il faut quand même avec cette convention, qu'on se développe sur le tout public. Et on le fait déjà parce que si on regarde ce qu'on fait avec Culture Mania, les Amis du patrimoine, les Amis de la médiathèque et même Clin d'œil, finalement c'est déjà de l'éducation artistique et de la médiation culturelle. Cette convention, elle nous offre aussi l'opportunité d'un label 100% EAC qui, lui, petite subtilité, est donné par le Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle, qui est une institution à Paris. Et ce label-là, alors déjà, pour atteindre le 100%, on l'a vu avec quelques chiffres précédemment, sur certaines tranches d'âge, nous on y est déjà, on le dépasse. Et en fait, il est là plutôt pour valider la qualité et la qualité de la structuration des parcours qui sont déjà proposés aux enfants de la ville. Donc c'est surtout un motif d'attractivité et de mise en lumière de ce qui est fait dans la commune. Alors la suite des opportunités de cette convention, c'est le développement sur notre territoire de ce projet d'éducation artistique et culturelle. Donc en fait, on a été missionné par la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, pour inviter les communes de notre bassin de vie à des assises territoriales sur l'éducation artistique et culturelle pour discuter de ce sujet-là ensemble. Donc nous, on a pour l'instant compté les villes de Coudoux, Rognard, Lafare, Vintabren et Berre. Ça n'empêche qu'on peut aussi inviter à ces assises Aiguilles, Vitrolles. Ça va se construire au fur et à mesure. Et ces assises, ce serait le point de départ d'une réflexion pour qu'on partage nos enjeux sur le territoire, qu'on mette en place une méthodologie de travail et qu'on ait des objectifs communs pour que de là naisse un comité de territoire sur l'EAC. Et ça, c'est l'objectif de la DRAC, qui, elle, d'habitude, conventionne surtout avec des communautés de communes, des agglos, qui a moins d'intérêt à faire de multiples conventions avec notamment des petites communes. Et nous, pour la DRAC, on est vraiment une petite commune. Donc là, elle a accepté exceptionnellement de conventionner avec nous, mais dans cette idée qu'on allait répandre notre méthodologie de travail et travailler avec notre bassin de vie. De ce qu'on espère de cette collaboration, c'est vraiment un partage et une répartition des ressources culturelles, artistiques et éducatives de notre territoire. Parce que on a plein de choses à partager. Certaines ont un oppidum, comme Rock Pertuse, et c'est super intéressant pour les élèves de visiter à la fois ce qu'il y a sur leur ville, mais aussi ce qu'il y a peut-être chez les voisins.
Certaines ont un cinéma que nous n'avons pas. Donc l'idée, c'est pas de dire oui, Velo a un super projet d'éducation artistique et culturelle et souhaite en faire bénéficier les communes alentours de temps en temps avec quelques scolaires comme ci comme ça. C'est vraiment de réfléchir le projet pour que on partage des enjeux et on conçoive quelque chose d'intéressant pour les jeunes de notre bassin de vie. Ce qu'on imagine, c'est des assises qui se dérouleraient à l'automne de cette année, donc peut-être en octobre ou novembre. Et notre travail, et même votre travail, j'ai envie de dire, d'ici là, c'est vraiment de parler de ces assises-là, de parler du projet d'éducation artistique et culturelle sur notre territoire, avec ces communes du bassin de vie, quand vous les rencontrez dans les différents moments de réunion qu'on puisse avoir, de les sensibiliser, de les inviter à venir pour qu'en octobre, novembre de cette année, quand on les organise, tout le monde soit sensible et tout le monde réponde présent aussi ce jour-là pour que le plus de personnes possible soient impliquées et qu'il en sorte quelque chose d'intéressant. Pour revenir sur du concret, cette convention, elle a 2 organes de pilotage, donc un comité de pilotage qui comprend les signataires de la convention, donc la DRAC, l'Académie et nous-mêmes. Et là, c'est vraiment de la décision stratégique, un petit peu plus à court terme de ce qui se passe dans la convention, des outils d'évaluation, etc. Et un comité technique qui, lui, rassemble les partenaires du projet. Donc c'est les écoles, c'est les associations, c'est le centre de loisirs. Ça peut aussi être d'autres collectivités territoriales, la CAF, des artistes. Sur le comité technique, on a des partenaires réguliers qui sont systématiquement invités et des partenaires qui peuvent être invités selon l'ordre du jour du comité technique et qui peuvent nourrir les projets à ce moment-là. Chacune de ces 2 instances se réunit à minima 1 fois par an. On a demandé aussi, ça fait partie de la convention, aux écoles et à nos partenaires associatifs réguliers d'inscrire ce projet dans leur projet d'école, dans leur projet d'établissement. Ça les engage et ça nous permet d'avoir une relation aussi plus saine et plus stable. Au niveau des moyens, sur la ville, elle s'engage à maintenir son offre d'éducation artistique et culturelle qui existe déjà et qui est déjà prise en charge par les services culturels. Et elle s'engage aussi à nommer un coordinateur qui sera là sur du pilotage organisationnel, donc c'est-à-dire tous les jours sur la commune pour organiser des rencontres dans les écoles et ce qui est déjà fait. Et un pilotage un petit peu plus stratégique pour organiser les comités, rencontrer les nouveaux partenaires, mobiliser les signataires, etc. Pour la DRAC, l'accompagnement, c'est surtout de l'accompagnement à de la gestion de projet, à de la réponse à de l'appel d'offres, etc. Et également des crédits qui peuvent être disponibles. Donc pour l'instant, ça commence avec 8 000 €. On nous a dit que ça pouvait largement évoluer et elle peut être négociée. Et puis également, selon les appels à projets, la DRAC s'engage aussi à regarder nos candidatures avec beaucoup plus d'attention. L'Académie, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais elle a quand même sa part de responsabilité dans cette signature. Et elle s'engage alors sur une mobilisation des membres de son réseau aux différentes échelles de son organigramme, parce que l'Académie a vraiment un panel de responsables, d'inspecteurs très très différents qui peuvent être impliqués dans le projet. Et l'Académie, elle s'engage aussi à proposer des formations culturelles aux enseignants du territoire et pas qu'aux enseignants. Donc il y a des formations qui vont permettre à nos enseignants d'être plus riches de savoir et de plein d'autres choses. Donc pour conclure, cette convention, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail de longue haleine, de confiance, de co-construction sur la commune. C'est un gage de reconnaissance de la qualité du travail que les services culturels ont fourni depuis des années.
on s'est quand même assuré qu'elle ne venait pas dénaturer tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent, parce que ça peut arriver des fois quand on conventionne avec des ministères, etc. On s'est assuré que ça ne venait pas dénaturer le projet, son fonctionnement, sa raison d'être, etc. Ça nous offre de la mise en lumière, de l'ancrage dans le temps, de la légitimité, tout ce que je vous ai déjà présenté, et une collaboration avec les autres communes pour forcément une richesse et un vivre ensemble sur le territoire. Et je peux répondre à vos questions si vous en avez. Je veux vraiment remercier Lucille Cassé et Cédric. Surtout Lucille. Voilà. Ben, toi, parce que tu arrives sur un moment donné où pas dans le meilleur moment. Parce que c'est vrai que la politique culturelle menée par l'Espace Nova aujourd'hui, elle est énormément contrainte et elle est très frustrante pour tous ceux qui y travaillent. Donc, je voulais te remercier, Lucille, parce que j'ai un petit peu œuvré pour cette politique culturelle pendant quelques années et je sais que c'est un travail de plus de 6 ans. Hein, on pourrait dire 10 ans, mais au moins de 6 ans. On en parlait déjà à l'époque en conseil municipal, quand on parlait des EAC et de ce qu'on voulait développer pour à la fois pouvoir proposer un projet très innovant et qui allait élever nos enfants. Et puis aujourd'hui, on arrive quand même à un aboutissement, à une première réponse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est repéré et on va signer cette convention qui est ô combien importante à la fois pour ce qu'elle représente en termes de programme, mais aussi en termes finalement d'homogénéisation de nos dépenses, de travail intercommunal, de bassin de vie. Donc tout ce dont on avait parlé et tout ce dont on avait un peu rêvé, l'aboutissement il est là et en même temps c'est le début d'une aventure. Donc je suis très heureux de ce travail qui a été fait, puis je te remercie aussi, je pense qu'on ne s'est pas trompé quand on a choisi de travailler ensemble. Et donc voilà, aujourd'hui c'en est une preuve. Merci. S'il n'y a pas de questions. Donc, les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à approuver la convention de généralisation du parcours d'éducation artistique et culturelle préalablement soumise à son examen entre la commune de Velot, la direction des affaires culturelles et l'Académie Aix-Marseille, dont le projet est joint en annexe, et à autoriser le maire à signer la convention ainsi que toutes les pièces afférentes. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Donc, pour le point numéro 10, je passe la parole à monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une modification du tableau des emplois communaux. Donc, les emplois de chaque collectivité sont créés par organe délibérant conformément à l'article 34 de la loi, numéro 84-53 du 26-04-1984 et modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement d'avancement de grade et d'un différentiel entre certaines catégories, donc certains qui passent de catégorie C à catégorie B. Cela concerne 5 avancements de grade, donc qui tiennent compte à la fois de l'ancienneté et puis aussi du mérite. Et une création de poste catégorie B, voilà, qui concerne une création de poste qui nécessite ce grade, et pour un avancement d'un de nos employés qui va travailler notamment sur ce projet de AC qui va le porter. Donc voilà. S'il y a des questions, on en avait déjà parlé à l'époque, hein, on est obligé de créer des postes pour les embauches, de supprimer ceux qui ne sont plus d'actualité pour avoir un équilibre au niveau de notre tableau des emplois communaux. Donc on va passer au vote. Je vous repasse la parole. S'il n'y a pas de questions, donc, il est proposé donc au Conseil municipal d'adopter les présentes propositions et de modifier en conséquence le tableau des emplois communaux. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Pour le point numéro 11, donc, je passe la parole à Madame Cathy Michelot-Varenne. Donc le point 11, c'est la présentation du rapport en vue du renouvellement de la délégation de services publics, ce que l'on appelle communément la DSP,
dans le champ du périscolaire, de l'enfance et de la jeunesse. Le 13 décembre 2018, le conseil municipal a décidé d'attribuer cette DSP sur le champ du périscolaire, de l'enfance et de la jeunesse sur le territoire de la commune de Velot à l'association LEC Grand Sud pour une durée de 3 ans. Ce contrat prend fin au 31 décembre 2021. Donc la commune de Velot doit donc relancer une procédure de DSP, et ce conformément aux articles L 1411.1 et suivant du CGTCT et à l'article R 3126-1 du Code de la commande publique. Un rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante indiquant les éléments favorisant le renouvellement de cette gestion déléguée de services publics, à savoir donc le contexte et le coût actuel de la délégation de ce service, les grands objectifs de la délégation de ce service, les caractéristiques de la délégation de ce service, c'est-à-dire les actions déléguées, le contrôle d'activité, les critères de choix, examen des offres, les étapes de la mise en œuvre du contrat de délégation et les moyens mis à disposition du délégataire, c'est-à-dire immobilier, humain et financier. Et dernier point, le contrôle général de la collectivité. Donc, vous avez pu lire les grands points sur ce rapport qui a été annexé à cette présente synthèse. Donc, si vous avez des questions. Bien, donc pas de questions. Donc, les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à se prononcer sur le principe de la délégation de services publics sur le champ du périscolaire, de l'enfance et de la jeunesse. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous adoptez donc à la majorité. Pour le point numéro 12, donc, je passe la parole à Madame Coralie Morvan. Alors, c'est cession amiable d'un immeuble cadastré, section BC numéro 13, appartenant à la commune, qui est 2 place François Caire. Donc, la commune est propriétaire d'une parcelle donc cadastrée BC numéro 13, d'une superficie de 96 mètres carrés, donc aux 2 place François Caire. Cette parcelle comprend un immeuble d'une superficie d'environ 400 mètres carrés, donc il y a un rez-de-chaussée et 3 étages, disposant donc de 2 entrées distinctes, une avenue de la Gare et l'autre place François Caire, et un trottoir. Donc la commune souhaite vendre le bâtiment qui est constitué donc de locaux, de 3 logements, d'une terrasse au dernier étage. Ce bâtiment nécessite des travaux très importants de rénovation, il est en très mauvais état. En effet, les dépenses indispensables pour remettre ce bien en bon état seraient trop élevées et hors de proportion avec les ressources dont la commune dispose. Préalablement à la signature de l'acte de vente, la commune donc procède à la division de la parcelle cadastrée, donc section BC numéro 13, afin de garder le trottoir dans le domaine public communal. Les contenances énoncées ci-dessus seront précisées sur la base d'un document d'arpentage qui donc va être réalisé par un géomètre. Conformément à l'article 2241 du Code général des collectivités territoriales, il est nécessaire de consulter la division des missions domaniales, qui est France Domaine, préalablement à cette vente. Une fois l'avis des domaines obtenu, un avis d'appel à candidature en vue de la cession de ce bien sera fait préalablement à la vente. Cet avis donc sera communiqué dans un conseil municipal. Afin de mettre en place cette procédure, maître Olivier Capra, notaire à Marignane, doit être désigné. L'acte de vente sera donc validé lors d'un conseil municipal et maître Capra l'établira in fine. L'ensemble des frais relatifs à cette cession sera donc à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Bien, donc les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à se prononcer sur le principe de cette cession selon les conditions précisées ci-dessus et autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces du dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à la majorité. Je redonne la parole donc à Coralie Morvan pour le point numéro 13.
Alors, cession amiable et déclassement d'une partie de la parcelle BD numéro 83 appartenant au domaine public communal sur le plateau de la Palin. La SCI Bassy, représentée par M. Cyril Bardet, a sollicité la commune au mois d'août dernier pour l'acquisition d'un terrain situé sur l'aire de la Palin. Après étude du dossier par les services municipaux, la collectivité a donné un accord de principe pour la cession amiable d'une partie de la parcelle communale cadastrée section BD 83 d'une superficie de 83 mètres carrés. Donc un projet de plan de division de la parcelle a été réalisé par un géomètre expert qui est donc à la charge de l'acquéreur. La SCI Bassy souhaite acquérir ce terrain afin de créer 2 places de stationnement qui est à côté de leur propriété. Donc, par délibération du 4 juin 2019, le conseil municipal s'est prononcé favorablement sur le classement dans le domaine public de l'aire de la Palin et notamment la parcelle BD 83. L'aire de la Palin est ouverte à la circulation publique et elle est aujourd'hui utilisée par les riverains pour le stationnement de leurs véhicules. Conformément à l'article 2141 du Code général de la propriété des personnes publiques, la parcelle cadastrée section BD 83 doit être désaffectée et déclassée afin que la commune puisse vendre une partie à la SCI Bassy. Donc, préalablement à toute décision et conformément à l'article 183 du Code de la voirie routière, une enquête publique devra être effectuée donc avant la vente. Il est nécessaire donc de consulter la division des missions domaniales antérieures à cette vente, qui est donc France Domaine, et l'ensemble des frais relatifs à cette cession sera à la charge de la SCI Bassy. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur le principe de cette cession selon les conditions précisées ci-dessus. Si vous avez des questions. Donc, pas de questions. Les membres de l'Assemblée délibérante. Pardon? J'entends pas. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça doit passer au niveau des domaines. Voilà, donc c'est pour ça que la vente ne va pas se faire tout de suite. On attend. Déjà, il faut que les experts géomètres passent. Enfin voilà, il y a tout un processus. Bien sûr. Bon, enfin après, c'est 83 mètres carrés et c'est pas constructible, donc c'est pas des sommes exorbitantes quand même. Voilà. Bien, donc les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à se prononcer sur le principe de cette cession selon les conditions précitées et sur le lancement de l'enquête publique préalablement au classement correspondant et à autoriser le maire à procéder à la désignation d'un commissaire enquêteur chargé de cette enquête et accomplir toutes les formalités de publication ou de notification nécessaires et à signer toutes les pièces du dossier. Qui est contre donc? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Donc, point numéro 14, donc je passe la parole à monsieur le maire. Il s'agit d'un rapport d'activité au titre de l'exercice 2019 de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc c'est un rapport d'activité qui est sur 2019. Voilà, c'est une synthèse de 45 pages. Donc je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est assez bien fait, très bien illustré. Voilà, c'est ça. Il reprend les activités de la métropole en 2019. Pour mémoire, nous n'étions pas encore en activité, je n'étais pas encore conseiller métropolitain. Sa lecture, elle permet de reprendre toutes les compétences de la métropole, qui, je le rappelle, correspond à 92 communes sur 6 territoires. Nous sommes sur le CT3, le territoire du pays salonnais, 1,8 million d'habitants et un budget de fonctionnement d'à peu près 3,3 milliards, ce qui n'est pas rien, et dont 2 milliards d'investissements. Il y a un mélange de plusieurs choses. Il y a des grands projets, des feuilles de route qui sont mises à jour en fonction des stratégies, et notamment en début de mandat, il y a eu donc une nouvelle feuille de route. Nous avons des grands projets, principalement qui travaillent sur un plan climat métropolitain, qui a été voté le 26 septembre 2019. Il y a un plan vélo métropolitain qui a été voté le 20/06/2019. Un plan de déplacement urbain adopté en décembre 2019. Un lancement de projet alimentaire territorial. Et dernièrement, une mission sur l'égalité homme-femme qui a été lancée. Voilà.
Donc nous, notre rôle en tant que commune, c'est d'apprendre au maximum à comprendre tous les documents et d'essayer de s'inscrire comme une commune qui peut accompagner la métropole sur ses actions, et en fonction de nos projets à nous aussi, bien entendu, et de notre bassin de vie. Et puis il y a des projets au quotidien, par exemple, ce qu'il y a eu dernièrement, ce sont des événements, alors c'était avant le confinement et pendant, des événements qui étaient liés à la gastronomie, la gestion des déchets, dont on parlera bientôt puisqu'on est en train de retravailler sur des nouveaux appels d'offres au niveau du territoire, et il y a des choses qui vont se passer, donc pour l'instant il y a des discussions, mais il y aura un moment où on pourra parler de ça, parce qu'il faudra qu'on vote des choses. La gestion de l'eau d'assainissement aussi, qui est gérée aussi au niveau des conseils de territoire. Nous avons des forums de l'emploi. Il y a aussi une compétence sur les transports en commun avec plus de 76 millions de kilomètres réalisés sur l'ensemble du territoire. Et un dispositif de lecture par nature qui correspond à la politique culturelle menée par la métropole, qui est assez symbolique, mais qui reste quand même pas une priorité de la métropole à l'heure actuelle. Un dispositif de travail partenarial que nous menons au quotidien à travers à la fois les conseils de territoire et les missions et les présences sur des réunions de travail en métropole. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité? Bon, donc ce point 14 n'étant pas soumis au vote, donc les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à prendre acte donc, du rapport annuel retraçant l'activité de la métropole Aix-Marseille et Provence au titre de l'exercice 2019. Point numéro 15, donc je redonne la parole à Madame Coralie Morvan. Ouais, alors moi je vais vous faire en fait un condensé du point 15 et du point 16, qui est le rapport d'activité sur les services publics de l'eau et de l'assainissement. Vous avez dû avoir le compte-rendu en annexe, enfin les documents qui sont quand même, je ne sais pas combien de pages, Fanny. Voilà. Donc on va faire un petit condensé, ce sera plus efficace. Les deux prochains rapports abordent la question de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Nous avons l'obligation de communiquer en conseil municipal les rapports d'activité et rapports annuels sur le prix et la qualité de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Cette compétence est donc métropolitaine par le législateur à imposer que les conseillers municipaux soient informés sur ce thème ô combien quotidien. La compétence eau et assainissement est gérée par le conseil de territoire du Pays Salonnais. Donc il est composé en 3 missions. Première mission, c'est la gestion de l'eau. Cette gestion est déléguée à une société via un contrat de DSP d'une durée de 12 ans. Et donc la société, c'est Aglopole Provence Eau. C'est une filiale de la Société des eaux de Marseille. Cette société donc assure la collecte et la dépollution des eaux, ainsi que l'entretien des installations et du patrimoine. Sur Velot, nous avons 65 km de réseau d'eau potable, avec 100% des prélèvements sur la microbiologie conforme, et un réseau ayant un rendement de 85%. Donc pour info, le rendement est supérieur à la moyenne des autres communes du Pays Salonnais. L'eau provient du canal de Marseille, donc eau venant de la Durance, et est traitée sur Coudou. L'approvisionnement est sécurisé. Il y a 3,82% de factures impayées sur le territoire, pour information. Il faut savoir qu'il y a une possibilité de bénéficier d'un fonds d'aide via le CCAS pour les gens qui ont des problèmes pour payer leurs factures. APE a réalisé des investissements sur le réseau d'eau de l'ensemble du territoire, 2 millions d'euros en travaux neufs et 1,1 million d'euros en travaux de réhabilitation. Le prix de l'eau par mètre cube est passé de 2,3 euros à 2,2 euros entre 2017 et 2020. La deuxième mission, c'est la gestion de l'assainissement, qui est également donc déléguée à une société privée avec un contrat de 12 ans. La société Aglopole Provence Assainissement, filiale de l'Assor. Nous avons 52 km de réseau d'assainissement et une station de traitement donc sur Coudou avec un taux de conformité de 100%. Des déversements ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire liés principalement à ce qu'on appelle les eaux claires parasites, c'est-à-dire des eaux de pluie qui créent donc des surcharges des réseaux d'assainissement, des travaux sur le pluvial tels qu'énoncés lors du dernier conseil municipal qui permet d'éviter ce phénomène de surcharge,
Et les boues d'épuration sont composés et utilisés donc pour l'agriculture. Des travaux sont également réalisés pour 3,4 millions d'euros. Le prix de l'assainissement est stable. Les services de la métropole nous alertent sur la nécessité d'éviter de mettre des lingettes dans l'assainissement comme de la graisse de cuisson, surtout pour les restaurateurs, ou de la peinture et du ciment. Ce qui parfois nous arrive de effectivement intervenir sur des cas comme ça, et c'est un peu embêtant. Ces actions nuisent au réseau de la filtration, donc en usine. La troisième mission, c'est l'assainissement non collectif, qui est géré directement par un service du Conseil du territoire du Pays Salonnais qui contrôle la création et la réhabilitation des fosses septiques, mais la commune de Velot est peu concernée. Donc, à savoir que nous avons un lien régulier et privilégié avec les services de la métropole, qu'il s'agisse de travailler sur des projets de programmes de logement ou lors de difficultés répétées des administrés. Voilà le résumé des deux bibles sur l'eau et l'assainissement. S'il y a des questions. Bien, donc tous ces deux points ne sont pas soumis donc, à vote, donc les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à prendre acte donc, du rapport annuel 2019 sur les prix de la qualité des services publics de l'eau de l'assainissement de la métropole Aix-Marseille. Donc le point 17, donc, je repasse la parole à Monsieur le maire. Alors pour le point 17, c'est le rapport d'activité encore de 2019 du délégataire de service public des traitements des déchets du Conseil de territoire du Pays Salonnais. Donc nous avons aussi l'obligation de communiquer en conseil municipal sur les rapports d'activité, qui sont des rapports annuels, sur le prix et la qualité de la gestion des déchets, ce qui nous permet de faire un bilan des actions et de porter à connaissance le fonctionnement de la gestion des déchets. Les déchets, ils sont gérés de manière territorialisée, donc par conseil de territoire, le CT3 en ce qui nous concerne, sur le conseil de territoire du Pays Salonnais, avec un budget propre, un budget annexe qui s'équilibre via la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En ce qui concerne les modalités de gestion, le CT3 gère cette compétence avec des agents qui sont affectés, 44 personnes, et des entreprises qui ont obtenu des délégations de services publics ou marchés publics. Le service du CT3 est un partenaire quotidien avec des relations usagers métropole ou des agents de la commune, des agents de la métropole aussi. Donc la collecte des ordures ménagères, ce qui correspond aux poubelles grises à Velot, se fait de 2 à 6 fois par semaine par l'entreprise Silim. La collecte sélective, les poubelles jaunes, se fait 1 à 2 fois par semaine également par la Silim. Et la collecte des points d'apport volontaires par l'entreprise Delta Recyclage. Les ordures ménagères sont ainsi dirigées soit vers des centres de stockage ou des centres de tri, soit vers des centres de transfert gérés par l'entreprise Onyx. Les déchetteries de Rognac et de la Fare sont gérées par la SMA. En ce qui concerne le poids des déchets, le territoire a récolté et traité 114 564 tonnes de déchets en 2019, ce qui représente 738 kg de déchets par Veloxien en 2019. L'évolution 2015 jusqu'à 2019 montre qu'il y a moins d'ordures ménagères, on est à peu près à moins 1%. Il y a plus de tri, on est à plus 21%, et plus d'apports en déchetterie, plus 6%. Les 738 kg de déchets d'un habitant de Velot comprend les éléments suivants. Il y a 287 kg d'ordures ménagères non recyclées, qui sont dans la poubelle grise, soit 38%. 43 kg d'ordures recyclables collectées en porte-à-porte, la poubelle jaune donc, soit 5%. Il y a 22 kg de verre collectés en apport volontaire avec un taux de valorisation à 100%, mais une estimation de 11 kg par habitant dans les OM, soit 3%. Nous avons 317 kg collectés en déchetterie avec un taux de valorisation à 86% à la déchetterie de la Vautubière, soit 43%. Et enfin, 60 kg qui sont collectés par les services techniques de la commune, qui représentent 8% du poids des déchets. Donc on continue à penser et à travailler sur le haut tri, et notamment pour le verre, sur lequel on a un petit déficit. Donc ça va faire partie des actions à mener, mais sur le territoire, hein, pas que sur Velot. Voilà, et inciter encore, toujours faire de la sensibilisation, et inciter à aller à la déchetterie dès que nécessaire, en tenant compte parfois des difficultés en termes d'horaire et d'amplitude horaire, on en avait déjà parlé je crois. Voilà, en sachant que le meilleur déchet bien sûr c'est celui qu'on ne crée pas, et ça nous appartient à chacun, et je me garderai bien d'être un donneur de leçons là-dessus, puisqu'on a tous à apprendre. Enfin, pas tous, en tout cas moi,
Je ne suis pas parfait. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point-là? Et donc, les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à prendre acte du rapport émis par le titulaire du contrat de délégation des services publics SMA Vautubière. Je redonne la parole à Monsieur le maire pour le point numéro 18. Donc, le point numéro 19. C'est un donné acte des décisions du maire en ce qui concerne une convention de mise à disposition d'un terrain communal à la SCI Bassy, ce qui correspond à un terrain que nous avons sur la zone de la Verdière et qui aura ainsi une affectation en tant que parking. Voilà. Et une attribution d'une concession numéro 382 pour 3 places et pour la durée de 50 ans. On va passer aux questions. Alors, juste en préambule, je voulais juste faire... j'aimerais vous poser avoir un souhait. Et on en a parlé ensemble. En fait, un conseiller municipal, il présente une question. Alors, je vais me rapporter au règlement sur les questions orales. Un conseiller municipal présente une question à la fois, afin que chaque conseiller qui en fait la demande puisse à son tour présenter une question orale. Et les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. La durée consacrée à cette partie sera limitée à 30 minutes au total. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que de manière exponentielle, le nombre de questions en fin de conseil est en train de gonfler et commence à vraiment ne plus être du tout en lien avec le temps qui peut être affecté à cette lecture de questions. En sachant qu'il y a beaucoup de questions pour lesquelles on peut avoir une réponse sans attendre le conseil municipal. Je pense qu'on se connaît assez, vous connaissez les élus et les adjoints. Contrairement à ce qu'on pourrait penser certains, je pense qu'on n'a pas de problème pour parler ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est vrai que là on est à plus de 24 questions, si on fait le compte, ça devient un petit peu compliqué. Donc je vous demanderai à l'avenir de condenser un peu les questions qui sont vraiment... voilà, après je n'ai pas de jugement à porter sur les questions, mais si on pouvait avoir une dizaine de questions par conseil municipal, ça donnerait la possibilité de pouvoir faire des réponses consistantes et être un peu plus voilà. Donc, je vais passer à la question de Ensemble avec passion de Valérie Merle. Serait-il possible de mettre un feu rouge pédagogique chemin de Berre vers le collège? Beaucoup d'automobilistes roulent très vite depuis le retrait des dodanes. Donc ça, c'est une question qui avait été posée par la liste Vélo en avant lors du dernier conseil. Donc je vais faire la même réponse. Le service de police municipale a procédé à des contrôles renforcés de la vitesse, ainsi que du franchissement de la ligne blanche en juin dernier. Ces contrôles renforcés ont permis une diminution des infractions constatées de 5 en moyenne à moins d'une sur une journée de contrôle. Durée moyenne des contrôles, 20 minutes le matin et 20 minutes l'après-midi. Nous prévoyons à nouveau des contrôles renforcés sur la vitesse et le franchissement de la ligne continue du lundi au vendredi, et de solliciter également la brigade de gendarmerie avec qui nous entretenons d'excellents rapports pour les samedis et dimanches en fonction des disponibilités. Nous mettons également en place des opérations avec la gendarmerie vis-à-vis des quads avec lesquels sont aussi recensées de nombreuses incivilités. Donc ça, c'était la réponse à la dernière question. On a parlé des quads parce qu'il y avait il y a eu une action qui a été menée sur la colline et que c'était d'actualité. Donc pour répondre à la demande, il n'est pas prévu à ce jour de mettre de radar pédagogique, mais plutôt de faire respecter les règles du code de la route. Et donc on s'y emploie avec les moyens qui sont les nôtres et notre détermination. Une autre question de Valérie Merle. Plusieurs Voloxiens nous ont demandé où en était la reconnaissance des mouvements de terrain comme catastrophe naturelle. Nous avons reçu le document d'ICRIM, mais les courriers adressés antérieurement n'ont pas reçu de réponse précise. Devons-nous refaire une demande par courrier? Donc cette question avait déjà été posée lors du dernier conseil. Concernant ces courriers, le service en a reçu 24 demandes concernant l'année 2020, auxquelles il a été répondu. Comme nous l'avions indiqué en février, l'ensemble des demandes sont compilées et instruites par le service de l'urbanisme qui transmet automatiquement à la préfecture. Le service nous indique qu'aucune démarche supplémentaire ne doit être effectuée par les administrés. Il répondra à chaque personne une fois qu'un arrêté reconnaissant ou non la catastrophe naturelle sera publié.
Question numéro 3. Vous vous êtes engagé formellement sur le pacte de transition, en particulier la mesure 15, donner la priorité aux mobilités actives, marche, vélo dans l'espace public, niveau 2, dont l'énoncé est mettre en place au moins une zone de circulation apaisée et effective et au moins quelques aménagements cyclables sur des axes structurants, bandes larges ou mieux, pistes. Après un an, nous ne voyons rien venir, qu'en est-il? Donc là, c'est aussi une question qui a été soulevée lors du dernier conseil municipal. Un budget a été effectivement affecté pour ce projet qui reste une priorité de notre programme. Cependant, c'est un projet complexe et impactant pour la voirie sur de nombreux aspects si l'on souhaite qu'il se fasse dans le respect des règles de sécurité. Les études sont en cours, en particulier le déplacement de certains abris de bus qui permettront un traçage cohérent sur la voie publique. Sur ce sujet, nous ne voulons pas mélanger vitesse et précipitation en allant au plus vite coûte que coûte. Pour information, par exemple, sur un des tronçons sur lequel on travaille, nous avons eu un courrier de la métropole par rapport à des installations d'abribus avec du PMR. Et si on n'a pas ce temps de concertation et qu'on va trop vite, on peut se retrouver à faire un marquage de voies, alors qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui vont être engagés et qui finalement rendraient complètement caduque ce travail-là. On est obligé de travailler avec les services de la métropole, entre autres, et de travailler avec eux pour pouvoir faire quelque chose qui soit cohérent et qui respecte le timing des travaux qui sont déjà programmés aujourd'hui en termes d'installation de nouveaux arrêts de bus. Voilà, donc on travaille, on travaille là-dessus, mais on est obligé de respecter un timing au niveau de ce qui est fait au niveau de la métropole notamment, et pour ne pas avoir à se faire reprocher d'être allé trop vite et finalement d'avoir des tracés qui sont recouverts, voire complètement qui servent à rien quoi, finalement. Donc on est en train de travailler dessus, on a inscrit le budget, ce qui prouve bien la volonté de la ville de le faire, mais on vous tiendra au courant au fur et à mesure des avancées, en espérant qu'elles soient visibles. Ensuite, Philippe Chabanon, pourrions-nous avoir la liste des propriétés foncières de la ville qui ne sont pas utilisées au 1er janvier ou à moins de 50% en espace ou en durée? Donc la question est très précise. Donc effectivement, nous travaillons là-dessus, on vous tiendra au courant en fonction des projets qui sont mis en place par la ville, en sachant que vous avez déjà, on l'a fait là, toutes les acquisitions et cessions sont présentées en conseil municipal et sont votées. Voilà, donc nous sommes en train de travailler là-dessus, parmi toutes les choses que nous mettons en place, et en fonction des cessions et des achats, ben, nous vous tiendrons au courant de tout ça. Question de Anne Pevrel. Les fortes chaleurs survenant sur les dernières semaines avant les congés d'été sont très difficiles à vivre au sein des établissements scolaires et des salles de classe pour les élèves et le corps enseignant, car les températures dépassent facilement les 30 degrés à l'intérieur. Des élèves ayant même été victimes de malaise et ayant poussé l'école à fermer. La municipalité prévoit-elle de revoir l'isolation de ces bâtiments? Prévoit-elle d'équiper les établissements de climatiseurs? Donc, une étude sera engagée dans l'année. Il y a d'ailleurs le budget a été affecté pour ça. Concernant la rénovation de l'école Jean Jaurès, l'aspect thermique est un aspect important et prépondérant dans cette démarche. Concernant les écoles actuellement, chacune a été équipée avec des systèmes de ventilateurs, de climatiseurs pour les salles de repos pour les plus petits. Nous prévoyons de rentrer dans une démarche peu ou pas éco-responsable d'équipement en climatiseur. Il y a un vrai travail qui est fait, mais il se fera plus sur l'aspect isolation avec des vitres qui seront voilà, j'ai pas les éléments, c'est pas mon métier, mais on va plus se travailler sous cet aspect-là, et je sais que vous y êtes sensible, donc voilà. Mais bien entendu, encore une fois, il y a un budget qui a été affecté pour ça. Question numéro 7, Valérie Merle. Quel est le résultat du questionnaire de la Garenne? Le bureau d'études a-t-il rendu des préconisations? Donc un comité de pilotage se tiendra ce jeudi avec les paysagistes qui nous rendront leur avis et une synthèse suite à la consultation. Une réunion associera le lundi 29 mars les associations, le collectif des riverains, l'école Giono et le foyer Mon Village. Enfin, une réunion publique sera organisée le 22 avril afin d'informer les Voloxiens de ces différentes concertations et des orientations retenues pour ce projet. Question numéro 8 de M. Didier Debarge. Lors du conseil municipal du 10 décembre 2020, M. le maire s'était engagé à faire adresser aux élus l'organigramme nominatif des services de la mairie
par le cabinet du maire. Nous n'avons toujours rien reçu à ce jour. L'organigramme il a été validé le 8 février et compte tenu de l'utilisation qui a déjà été faite des documents nominatifs sur les réseaux sociaux et n'ayant aucune obligation sur le sujet, le document définitif vous a été transmis en début de séance. Une autre question de Didier Debarche. Question numéro 9. Suite au mail du 8 décembre 2020 adressé aux associations par le pôle vie locale, les invitant exceptionnellement à ne pas solliciter l'aide financière si la situation le permettait, quel est le nombre d'associations qui n'ont pas fait la demande de subvention ou réduit leur demande et quel montant cumulé cela représente. Donc pour cette année, il y a 12 associations qui ne sollicitent pas l'aide financière de la ville pour un montant de 33 725 €. Par ailleurs, 5 associations demandent une subvention inférieure à l'année précédente pour un montant total de 5 800 €, soit une somme totale de 39 525 €. Question de Philippe Chabanon. Vous vous étiez engagé suite à notre requête à nous envoyer le support de présentation du DOB et malgré une relance, nous n'avons toujours rien reçu. Donc comme nous vous l'avions indiqué, M. Chabanon, une vidéo pédagogique est en cours de réalisation afin de compléter le document d'orientation budgétaire. Elle sera communiquée dans les meilleurs délais. En même temps, elle sera communiquée aux citoyens. Donc vous serez au même niveau d'information quand on aura fini cette vidéo et elle servira pour tout le monde. Question numéro 11 de Valérie Merle. Quelle est la stratégie arrêtée pour attirer les entreprises dans les zones commerciales de Velot? Donc Velot, c'est une ville qui est naturellement attractive, on peut le vérifier, et Greg Allenbach, mon adjoint à l'économie emploi, pourra vous le confirmer, par son emplacement géographique, mais aussi par les revenus moyens de ses habitants. De nombreux porteurs de projets sollicitent le service économie pour en envisager une implantation. Nous recensons régulièrement les locaux commerciaux vacants afin de les proposer à d'éventuels porteurs de projets. Actuellement, nous avons plus de demandes d'implantation que de locaux vacants. Malgré la crise sanitaire et économique, de nombreux nouveaux projets de commerce sont en cours. Dès que la ville est sollicitée, elle accompagne ses porteurs vers nos partenaires ressources que sont l'API, la CCI ou encore le Pôle emploi. Nous sommes également régulièrement amenés à les orienter vers des experts comptables ainsi que des établissements bancaires de la commune. C'est une politique individualisée qui est en place dans notre commune grâce aux agents de la ville et en particulier au service économie-emploi. Question numéro 12 de Philippe Chabanon. Les trottoirs sont dans certaines zones inexistants ou étroits. Quel est le plan pluriannuel de mise à niveau? Alors, à ce jour, on n'a pas à proprement dit fait un plan trottoir. Mais ces éléments de voirie sont revus chaque fois qu'il est nécessaire dans le cadre du plan de réhabilitation des voiries. Un plan pluriannuel est en train de se mettre en place pour le mandat. Nous vous communiquerons ultérieurement les noms des rues que les services techniques ont choisi de rénover, de refaire ou d'améliorer sur la base de leur état de vétusté à prioriser. Et j'y rajouterai par rapport aux contraintes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des services qui viennent et qui font eux-mêmes des interventions et dans le but non plus de ne pas faire les choses pour rien. Question numéro 16 de Philippe Chabanon. Les vidéos des conseils municipaux ne sont pas disponibles, ce qui revient à tenir le conseil municipal à huis clos, ce qui est interdit. Allez-vous y mettre bon ordre? Alors, les conseils municipaux des 24 juillet, 1er octobre et 16 février, dernièrement, sont désormais en ligne. Nous avons effectivement rencontré des difficultés concernant cette mise en ligne, compte tenu d'un format trop lourd pour les réseaux, et ce, malgré toute la bienveillance et l'accompagnement de TV Velot, que je remercie encore ce soir pour leur présence. Nous avons fait l'acquisition d'un ordinateur de montage qui nous permettra désormais d'être plus performants. Enfin, la ville n'a pas pris d'arrêté visant au huis clos, c'est le couvre-feu qui ne permet pas à ce jour l'accueil du public. Question pour Velot en avant de Madame Matonnet, question numéro 14. Notre commune dispose de fontaines à l'arrêt depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années maintenant. Certaines, comme la fontaine de la place Verdun, ont par ailleurs été rénovées. Est-il prévu de les remettre en eau dans la négative? Pourquoi? Donc la seule fontaine rénovée ces dernières années, c'est la fontaine de la place Caire. Alors rien ne s'oppose, lorsque cela est possible, à la remise en eau de certaines fontaines. C'est d'ailleurs ce que les services techniques ont réalisé pour la fontaine devant la Maison pour tous, à côté de l'abri de bus. Les services techniques vont étudier cette possibilité sur la fontaine de la place Verdun. Et on vous tiendra au courant. Question de Madame Clauson.
Ces derniers mois, nous avons constaté, notamment à la Toussaint, que le cimetière Saint-Martin n'est pas entretenu et regorge de mauvaises herbes, et que les arbustes ne sont pas taillés. La municipalité a-t-elle prévu de procéder à l'entretien régulier de ces lieux ? Alors, cette question, je crois que les services des espaces verts vous y ont déjà répondu quand vous les avez sollicités. Donc, jusqu'en novembre, c'est une entreprise qui intervenait sur l'entretien du cimetière. Depuis, ce sont les services techniques qui interviennent sur cette mission. Donc, la taille des arbustes, elle a été effectuée. Effectivement, il y a des endroits où il y a quelques petites herbes, mais les services qui ont l'obligation d'appliquer désormais la règle de zéro phyto, donc de ne pas utiliser de désherbants. Vous n'êtes pas sans savoir que ces produits finissent directement dans les nappes et les sources. Donc il importe d'en limiter l'utilisation de manière drastique. C'est donc une nouvelle gestion qui s'opère, elle intègre ce type d'aspect paysager plus sauvage, où la priorité est donnée au chemin d'accès. Notre nouvelle responsable des espaces verts nous proposera dans les mois à venir une gestion différente de cet espace paysager qui est ce lieu de recueillement. Voilà. Question numéro 16. Quelle est l'opinion de la mairie concernant la séparation des professionnels de santé du centre médical du Parterre, réduisant l'offre de santé sur la commune? Une concertation a-t-elle été organisée suite à cette annonce? Écoutez, je ne sais pas vraiment quoi vous répondre à cette question. En ce qui concerne le centre médical du Parterre, on est typiquement dans une affaire privée. En aucun cas, la ville ne doit se mêler ou se positionner pour l'un ou pour l'autre des protagonistes. Il s'agit d'une affaire privée. Voilà. Je tiens quand même à signaler que j'ai eu vent donc, de la newsletter de Volant en avant, signée par Claire Adoul et puis chacun d'entre vous. Voilà. Je tenais quand même à vous dire que je suis choqué par le procédé. Voilà. Se servir d'une newsletter pour vilipender et mettre à l'index un des médecins les plus notables, parmi les plus connus, les plus anciens de la ville de Velo, peu importe les problèmes qu'il peut y avoir avec d'autres médecins, ça ne nous regarde pas. Mais le mettre à l'index comme ça vis-à-vis des gens et en plus faire un lien avec l'équipe politique actuelle, je trouve que ce procédé, il est honteux. Voilà, je vous le dis clairement, je ne comprends pas. Je suis choqué et je peux vous dire que la plupart des gens de l'équipe l'ont été autant que moi. Ça ne me paraît pas être une manière... voilà. Je vous dis comme je le sens. Je trouvais ça vraiment abject. En question 17, il est prévu de changer les luminaires boules de la colline de Velo. Des ampoules LED sont-elles prévues, sachant que le budget électricité est le premier poste de dépenses budgétaires de la commune? Et quand prévoyez-vous de passer au LED dans le reste de la commune? Ce sont effectivement des LED qui sont installés pour un budget de, je ne vais pas me tromper, il y a plein de zéros, 100 000 € dans la colline de Velo. Ce sont 125 boules qui viendront remplacer les boules actuelles. Cette démarche s'inscrira dans le temps à même hauteur pour les années à venir. Il y a un vrai projet de réhabilitation sur une zone qui a été trop souvent délaissée. On le sait, hein, quand on était en campagne, et vous l'avez été comme nous, vous avez fait du porte-à-porte, et je pense que vous avez eu les mêmes retours que nous, c'est-à-dire vraiment un sentiment un peu d'abandon et de délaissé. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver, non pas seulement à travailler sur le centre-ville et à travailler sur la place Caire ou ce genre de choses, mais de mettre des vrais moyens pour réhabiliter tout ce qui concerne la colline. Il y aura aussi un travail de fait en termes de revégétalisation. On essaiera tout le temps de l'accompagner de concertation avec les gens des quartiers. Voilà, et aussi de mise en conformité au niveau de la sécurité, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de sécurité. On va travailler sur, je pense qu'on va sûrement mettre à l'étude une vraie étude sur justement la circulation dans ces quartiers-là, pour essayer d'être au plus près des revendications et des problématiques de chaque habitant de la colline. Concernant le dit crime, le système d'alerte à la population par sirène va-t-il perdurer? Oui, alors le dispositif d'alerte, il fonctionne effectivement toujours. Il sonne chaque premier mercredi du mois, il peut être activé manuellement en cas de problème grave, et la préfecture peut par ailleurs l'activer à distance en cas de force majeure. Question de M. Benard, question 19. Les Veloxiens ont pu exprimer leur opinion sur le projet de la Garenne jusqu'au 5 mars. Quel bilan pouvez-vous nous donner? Donc cette fameuse prochaine réunion d'information se tiendra à la mairie lundi 29 mars. Les membres de l'opposition n'étant à ce jour pas conviés à y participer, est-ce qu'un compte-rendu détaillé pourra nous parvenir? Donc comme indiqué dans la question précédente de la liste Ensemble avec Passion,
Un comité de pilotage se tiendra le jeudi 25 avec les paysagistes qui nous rendront leur avis et une synthèse suite à la consultation. Une réunion publique sera organisée le 22 avril afin d'en informer les riverains. Question numéro 20. Comment comptez-vous organiser la reprise des entraînements sportifs pour les associations qui s'entraînent en salle et qui ont dû stopper totalement toutes leurs activités depuis des mois maintenant? Serait-il possible d'envisager de partager des terrains extérieurs communaux entre les divers clubs? Bon, en sachant que les réglementations, elles changent à la vitesse du cheval au galop et qu'on est obligé de s'adapter. La reprise des entraînements sportifs, elle appartient à chaque association dans le cadre des contraintes qui lui sont proposées. Donc tout a été mis en œuvre sous la houlette de M. Gabriel Germain et de la MDA pour faciliter les entraînements à l'extérieur, et y compris dans le cadre des créneaux partagés, ainsi que sur le week-end. Les associations ont sollicité la collectivité en direct dès qu'elles en ont eu le besoin. On a un lien vraiment, bon, de toute façon il a toujours été avec la maison des associations, mais là plus particulièrement on les accompagne en termes sur les règles, et dès qu'on peut faciliter les choses on le fait, mais bien entendu, encore une fois les réglementations évoluent à la vitesse du cheval au galop et c'est très facile, très difficile, en sachant que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain, et donc c'est très compliqué. Mais en tout cas on est très en éveil là-dessus. Je crois que j'ai rien oublié au niveau des questions. J'ai répondu à toutes les questions. Donc je crois qu'on a terminé. Voilà. Donc je vais lever la séance et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup.